Alors, votre présentation, c'est quoi? Réduire l'empreinte écologique des soins au quotidien. Alors, à vous, mesdames, vous avez 20 minutes. Merci. Donc, bonjour à tous. Ça nous fait vraiment plaisir d'être ici pour vous présenter aujourd'hui l'impact sur, en fait, la réduction de l'impact des soins au quotidien, parce que oui, c'est possible de le faire si on est un clinicien. Donc, moi, c'est Stéphanie Burel. Je suis médecin de famille à la base, mais je pratique exclusivement à l'urgence de la Cité de la Santé. Bonjour tout le monde, moi c'est Chloé Courteau-Vézina, je suis aussi médecin de famille. J'ai une pratique en soins à domicile et à l'hôpital. Donc, au niveau de nos conflits d'intérêts, bien évidemment, on a un grand intérêt en santé environnementale. Nous sommes les cofondatrices de l'Éco-CMDP de Laval depuis 2019. Nous sommes membres de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement et notre plus grand conflit d'intérêts, on est des mamans de jeunes enfants. Et on n'a aucune affiliation commerciale ni support financier. Donc, les objectifs de la présentation aujourd'hui, ça va être de quantifier les répercussions environnementales de la pratique médicale à l'aide du bilan carbone qui a été fait au CIS de Laval. Ça va être de souligner les changements de pratique qui ont le plus d'impact au niveau de l'empreinte carbone de la pratique professionnelle, de décrire l'impact de la pertinence des soins au niveau environnemental, puis de décrire les co-bénéfices de la pertinence des soins. Donc, le bilan carbone du CIS de Laval, Mark Andrew, Stéphane vous en a donné un petit aperçu tantôt. Donc, il y a certaines zones où est-ce que je vais pas assez vite. Donc, ça a été réalisé là, en 2021-2022 sur l'année financière 2019-2020. Cette installation du CIS de Laval extrapolée à l'ensemble du CIS par la suite. Donc, on avait vraiment pris en charge les scopes 1, 2, 3, donc vraiment tous les scopes d'émissions de GES qu'un établissement de santé peut émettre. Puis, comme on a vu tantôt, on avait 90 000 tonnes de CO2 pour l'ensemble du CIS de Laval. Puis, pour l'hôpital de la Cité de la Santé, c'était 41 000 tonnes de CO2 équivalent qui étaient émis. Donc, ça, c'est un petit tableau de notre empreinte carbone détaillée. On va repasser chacune des slides les unes après les autres. Donc, déplacement, on en a parlé beaucoup avec Mark Andrew tantôt, puis des solutions. Donc, je vais passer rapidement, mais on était à 34 des émissions là, de CO2. Si on parle des 7 installations qui ont été étudiées, là, on ne parle pas de l'extrapolation à l'ensemble du CIS. Donc, pour l'énergie, donc tout ce qui est chauffage de nos bâtiments, génératrices, on était à peu près à 9 des émissions de CO2 du CIS de Laval. Donc, on était à 4 000, pardon, pas du CIS, mais des 7 installations étudiées. Donc, 4 500 tonnes de CO2. Ce que j'aime beaucoup avec ce petit graphique-là, c'est pas très clinique, là, mais je pense que c'est quand même pertinent à présenter. Donc, en vert, on a l'énergie qui est l'hydroélectricité. En mauve, on a le gaz naturel. Il y a Patricia de Cape tantôt qui parlait du gaz naturel. Donc, en haut, c'est le nombre de kilowattheures, puis en bas, c'est l'impact carbone lié là, à ces modes d'énergie-là. Donc, on voit que le gaz naturel est responsable d'à peu près juste 10 de notre approvisionnement en énergie, mais est responsable de 50 des émissions de GES de notre CIS. Donc, le gaz, idéalement, ne devrait pas faire partie là, de vos nouvelles constructions, si jamais il y en a qui sont à venir pour le futur. Au niveau de l'alimentation, on était à 11 des émissions de GES. Donc, la statistique que je trouve super intéressante, on a parlé tantôt de viande rouge. Donc, la viande de bœuf, en fait. Donc, juste de bœuf, pas rouge. La viande de bœuf représente seulement 3 du poids des achats en alimentation, mais est responsable de 33 des émissions de GES de ce poste. Donc, c'est vraiment, quand on parle de low hanging fruit, là, couper la viande de bœuf, ça diminue vraiment l'impact carbone. C'est sûr, après ça, ça dépend par quoi on le remplace. Là. Si on le remplace par du poulet, je pense qu'on diminue à peu près 20 puis si on le remplace par des légumineuses, bien là, on est vraiment à comme 31 les déchets, on a notre grande surprise, c'était seulement 6 des émissions de GES de notre CIS. Par contre, c'est juste l'impact carbone des matières résiduelles. Donc, tout ce qui impacte sur la biodiversité, persistance de plastique dans l'environnement, ça, c'est pas pris en compte. Donc, c'est pas parce que la gestion des matières résiduelles est un petit impact carbone qu'il faut pas en prendre soin dans nos CIS, mais c'est pour vous donner un ordre de comparaison. Là, c'est vraiment juste 6 des émissions de GES du CIS, des 7 installations du CIS qui ont été étudiées. Finalement, donc on rentre dans le vif du sujet, l'empreinte des achats médicaux.
Donc, pour les 7 installations qui étaient à l'étude, les achats médicaux représentaient 34 des émissions de GES. Par achats médicaux, on parle de l'achat de la médication et des dispositifs médicaux. Dispositifs médicaux étant de l'achat du simple gant jusqu'à la machine hyper technologique en salle d'opération. Pour la Cité de la santé de Laval, donc si on prend vraiment l'hôpital, la pratique médicale, donc les médicaments et les dispositifs médicaux étaient responsables de presque 44 des émissions de carbone. Donc c'est vraiment une grosse proportion là, du bilan carbone qui est lié directement à la pratique médicale. Puis les cliniciens qui sont dans la salle aujourd'hui, on peut avoir un impact dès demain matin là, sur ce bilan-là. Les achats médicaux, c'était pour les 7 installations étudiées, 18 000 tonnes de CO2. Ce qu'il faut savoir, c'est que les compagnies pharmaceutiques sont et les compagnies là, de dispositifs médicaux sont assez opaques. On ne sait pas exactement si j'achète de l'acétaminophène versus de l'ibuprofène, c'est quoi l'impact carbone. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est des études en Europe surtout qui ont regardé, dans le fond, ils ont quantifié les profits des pharmaceutiques avec le bilan carbone estimé des pharmaceutiques, puis ils ont fait un ratio monétaire. Donc, ça, c'est valide vraiment pour les achats en gros. Donc, c'est valide pour notre hôpital, mais si on achète 1 000 $ d'acétaminophène, je ne peux pas vous dire si c'est 370 kg de CO2 équivalent ou non. Là. Puis, pour les dispositifs médicaux, là, la conversion monétaire, c'était 216 kg de CO2 pour à peu près 1 000 $ d'achat. On a beaucoup parlé d'approvisionnement responsable tantôt. Donc, si on est capable d'avoir des chiffres des compagnies, on serait capable peut-être de faire diminuer grandement là, ce chiffre-là si on est capable de savoir si pour une même molécule, c'est possible qu'une compagnie soit beaucoup moins polluante qu'une autre, mais ça, on n'a pas accès à ces chiffres-là pour le moment. Les fameux HFA, on en a parlé un petit peu ce matin, donc les inhalateurs qui font pchit, il y a un gaz propulseur à l'intérieur qui est extrêmement polluant. 100 doses de HFA, c'est équivalent à 290 km de trajet en voiture. Souvent, les pompes HFA ont 200 doses, là, fait qu'on parle plus de presque 600 km là, pour une pompe au total. Donc, nous, dans notre CIS, qu'est-ce qu'on a fait pour cette partie-là? On a fait une formation là, sur la prescription écologique d'inhalateurs avec justement le partenariat de Cascade. C'est une formation longitudinale sur 1 an, puis on a inscrit là, nos GMFU à cette initiative-là. On sensibilise beaucoup nos collègues à prescrire les inhalateurs seulement lorsque c'est pertinent. On va en parler un petit peu tantôt de la pertinence avec Chloé. De diminuer le gaspillage des inhalateurs en milieu hospitalier. On essaie de travailler là-dessus. En ce moment, si on ne peut pas partager la pompe, là, donc si le patient a juste 4 doses, les 200 autres sont comme disparu puis on jette. Donc, si on pouvait mettre des protocoles pour vraiment utiliser les 200 doses, on diminuerait beaucoup notre gaspillage. On a fait des affiches d'information sur les inhalateurs qui sont destinés aux patients. On a pris les affiches de Cascade, puis on les a affichées dans les cliniques de pneumologie à la Cité de la santé et puis au centre ambulatoire, puis les patients en parlent à leur pneumologue. Côté des gaz anesthésiants, en fait, c'est pas du tout mon domaine, mais nos anesthésistes à l'hôpital, dans le fond, ont commencé à remplacer beaucoup l'anesthésie par gaz par de l'anesthésie loco-régionale puis de l'anesthésie intraveineuse. Idéalement, il faudrait cesser l'utilisation du protoxyde d'azote. Quand les gaz sont essentiels, nos anesthésistes vont vers du sévoflurane plutôt que le desflurane, qui est beaucoup plus polluant. Puis, je sais qu'il y a certains centres là, qui recaptent les gaz anesthésiants. Nous, on est en train d'essayer de faire des démarches là, pour capter les gaz anesthésiants plutôt que les envoyer dans l'atmosphère. Donc, j'essaie de la parole à ma collègue, Chloé. Je passe rapidement sur l'introduction parce que je sais que je m'adresse à des convaincus dans la salle, mais on est dans une situation où la demande de soins de santé n'arrête pas d'augmenter, la population grossit, vieillit et on utilise nos ressources comme si elles étaient infinies. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On veut vous parler d'initiatives de la campagne Choisir avec soin parce que c'est une manière de vous démontrer concrètement comment on peut diminuer l'impact comme clinicien de notre pratique. On parlait un peu plus tôt d'opportunités d'améliorer nos approvisionnements, de savoir d'où est-ce que ça vient, les outils qu'on utilise, mais si on est capable de les réduire en amont à la source, c'est encore mieux. La campagne nous dit que jusqu'à 30% des examens, des interventions qu'on fait sont potentiellement inutiles. C'est énorme. Puis quelque chose qui est inutile, par définition, peut juste nuire au patient. Il ne peut pas en tirer de bénéfices. Donc, la campagne nous donne des outils pour favoriser la discussion puis la prise de décision partagée basée sur des données probantes.
Mais c'est quoi les causes de la surutilisation des soins? C'est jamais issu de la mauvaise volonté des cliniciens, évidemment. Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ça. On en a listé quelques-uns. Ça peut être la peur de manquer quelque chose de grave, de pratiquer une médecine plus défensive. Ça peut être les demandes des patients qui ne sont pas nécessairement outillés pour comprendre les bénéfices, les interventions des traitements les bénéfices et les risques, des traitements qu'ils demandent. Le manque de temps qui est perçu pour prendre une décision partagée. La difficulté à changer nos façons de faire. Même si on a des nouvelles données, quand on est habitué à faire d'une certaine manière, notre cerveau préfère aller dans cette direction-là. Les lignes directrices qui ne sont pas individualisées, ça peut aussi mener à une surutilisation. On ne l'a pas écrit là, mais on peut aussi penser à nos systèmes de rémunération qui encouragent à faire des demandes de services supplémentaires et aussi à nos outils diagnostiques technologiques très, très pointus qui nous permettent maintenant de trouver des anomalies qui ne vont pas nécessairement devenir des pathologies. Donc, on va vous donner 3 exemples. C'est un processus qui est continu d'axer notre pratique autour de la pertinence des soins. Donc, ces 3 exemples. Le premier, on va vous parler du risque cardiovasculaire. Comme médecin de famille, c'est une situation qu'on vit au quotidien avec nos patients où on évalue leurs facteurs de risque, ici pour l'exemple spécifiquement cardiovasculaire. Puis les critères diagnostiques sont de plus en plus larges. On parle maintenant de prédiabète, de préhypertension, de pré-préhypertension. Donc, la ligne entre le facteur de risque et la maladie est de plus en plus floue. Le choix des lignes directrices qu'on va suivre va avoir un impact environnemental sur les bilans qu'on va demander et les médicaments qu'on va prescrire. Je n'entrerai pas trop dans les détails cliniques ici, mais je vais vous donner l'exemple des lignes directrices simplifiées sur les lipides. Ce modèle-là recommande que si on a initié un traitement pour un problème de cholestérol, par exemple, on n'a pas de bilan sanguin de contrôle à faire et donc on n'a pas de cible dans un chiffre, on n'a pas de chiffre dans une prise de sang, à atteindre. Donc, c'est le fait de prendre le médicament en soi qui diminue le risque et non pas le chiffre de la prise de sang. On a aussi des études qui nous montrent, par contre, à quel point les méthodes non pharmacologiques vont diminuer notre risque. C'est petit, puis on ne voit pas la référence malheureusement, mais la figure que vous voyez là, c'est tiré d'une étude scandinave qui nous montre que 80% de notre risque cardiovasculaire peut être diminué par un changement d'habitude de vie. Fait qu'on parle ici d'avoir une alimentation saine, de consommer de l'alcool avec modération, de ne pas fumer, d'être actif physiquement et de maintenir un poids santé. Fait que ça a des bénéfices pour le patient, évidemment, mais on peut aussi facilement penser à des co-bénéfices environnementaux. Fait que quand on parle d'alimentation saine, on fait souvent référence à la diète méditerranéenne, donc faible en protéines animales, ou d'être physiquement actif, de prendre des transports actifs, par exemple. Donc, c'est là qu'on parle du concept de médecine minimalement effractive, parce qu'on prend en compte tous les risques et les inconvénients de nos interventions pour les présenter à notre patient. On inclut les méthodes non pharmacologiques dans les choix de traitement, puis c'est comme ça qu'on arrive à une décision partagée. C'est pas juste le médicament qui est la réponse au problème. On l'a illustré ici, c'est une bande dessinée qui a été faite par Stat, qui est en fait un illustrateur québécois, mais urgentologue dans la région de Québec aussi. Fait que ça se lit en 2 lignes. Je vais vous le lire pour simplifier le tout. La première ligne, on a notre patient qui va consulter, puis là, on lui explique à quel point son cholestérol, sa pression artérielle, ça va pas pantoute. Fait qu'on lui dit, il va falloir prendre des médicaments, il va falloir faire beaucoup de bilans, de contrôle. Fait que le pauvre patient retourne chez lui. On lui a prescrit le médicament puis, qui a été fabriqué en usine et livré. On sait que la conception du médicament en tant que tel est en grande partie responsable de l'impact de notre pratique médicale sur l'environnement. Puis là, il commence à prendre son traitement, mais ça ne va pas. Il y a des effets secondaires. Fait qu'il reste chez lui. Il ne va pas bien. Il n'est pas actif. Il reste sur son divan. Il est déprimé. Puis il finit par mettre le médicament directement aux poubelles. Donc, on peut même imaginer que ça se retrouve dans l'environnement. Mais on peut faire autrement. Donc, sur la 2e ligne, vous voyez que le patient va consulter un professionnel de la santé qui lui parle de faire plus de sport puis de passer du temps dans la nature. Le patient se retrouve avec une diminution de ses facteurs de risque cardiovasculaires, mais il dort mieux, il est plus en forme et il a une meilleure santé globale. Donc, j'aborde rapidement le temps dans la nature parce que je sais que c'est un sujet avec lequel plusieurs sont familiers. On le sait que ça a des bénéfices multiples autant sur la santé physique que psychologique. La gestion des glycémies, la gestion des douleurs chroniques, la santé mentale en général, la prévention du déclin cognitif, la connexion plus au niveau social.
Si ça vous intéresse, je vous invite à aller consulter les outils de la campagne Prescrit Nature qui a été lancée au Québec il y a déjà 1 an, qui en fait, c'est que la prescription de temps en nature, ça se fait dans le monde, particulièrement au Japon depuis les années 80, mais là, ça a pris une ampleur plus grande, entre autres en Amérique. Les recommandations, c'est de passer 20 minutes à la fois pour un total de 2 à 3 heures par semaine dans la nature. Puis, bien, évidemment, si on passe plus de temps dans la nature, elle nous soigne, on est aussi plus enclin à la protéger. Le deuxième exemple que je veux aborder, c'est celui sur les soins de fin de vie. Un autre aspect de la demande accrue en soins de santé, c'est l'augmentation de l'espérance de vie et particulièrement l'augmentation des interventions dans les dernières années de la vie. Vous voyez la figure à l'écran qui montre les investissements par tranche d'âge pour quelqu'un qui vivrait jusqu'à plus de 90 ans. C'est québécois, là, ça vient du ministère de la Santé. Donc, vous voyez qu'en haut de 60 ans, ça monte en flèche. C'est pas tous les patients qui souhaitent prolonger leur vie à tout prix quand on prend en considération le fardeau de morbidité qui s'accumule avec les années. Quand on prend le temps d'impliquer le patient et ses proches dans la décision, bien, souvent on se rend compte qu'ils ne veulent pas d'interventions coûteuses et invasives qui sont en fait de l'acharnement thérapeutique. Mais comment avec les patients on parle d'acharnement et comment on respecte leur volonté? Donc évidemment, ça passe par la discussion. Choisir avec soin recommande 4 questions que vous voyez à l'écran pour voir qu'est-ce que les patients comprennent de leur maladie, puis c'est quoi leurs valeurs, c'est quoi leurs objectifs, puis jusqu'où ils veulent aller pour la prolonger. On leur demande aussi s'ils ont consigné ça quelque part au cas où ils perdent leur aptitude et que ce soit quelqu'un qui doive décider à leur place. La majorité des aînés ne souhaitent pas finir leur jour gravataire dans un CHSLD après la perte d'autonomie, mais souvent, c'est ce qu'on voit au Québec, malheureusement. Parce qu'au fil du temps, on vieillit, on devient moins autonome et on a guéri de multiples problèmes de santé qui auraient pu causer la mort à un moment ou à un autre, mais qui finalement nous amènent à cet état-là de pauvre qualité de vie. Donc, avoir une discussion avec le patient et ses proches sur son état de santé et son pronostic, c'est vraiment important. Il y a aussi la référence pour une vidéo qui a été faite par Dr Geneviève Bois et Dr René Whitmer pendant la pandémie, mais qui s'applique à toutes sortes de situations pour guider les discussions sur les niveaux d'intervention médicale. C'est vraiment une conversation qui est cruciale à avoir avec nos patients quand ils sont encore capables de prendre cette décision-là. On peut penser à quelqu'un qui souffrirait d'une maladie d'Alzheimer, mais qui depuis 2-3 ans, on va dire, qui est encore bien physiquement, mais qu'on le sait qu'éventuellement, il va arriver à un état où il ne va plus reconnaître ses proches. C'est vraiment pas ça que cette personne-là voudrait. Mais cette personne pourrait nous dire que s'il arrive une complication, disons une pneumonie, qu'elle ne veut pas être traitée, puis qu'elle décède de cette cause-là, plutôt que d'arriver à l'état de pauvre qualité de vie où la vie ne fait plus de sens pour elle. Mais ça se discute vraiment en amont. Quand la pneumonie en tant que telle arrive, bien, c'est souvent difficile de le dire parce que la personne est trop malade pour l'exprimer potentiellement à ce moment-là. Il y a aussi des réflexions de société à faire pour repenser nos objectifs d'éviter la mort à tout prix versus d'éviter de survivre avec une très pauvre qualité de vie. On discute beaucoup d'aide médicale à mourir dans la société, dans les médias, mais on ne discute pas souvent on choisit rarement, volontairement, de ne pas traiter une condition aiguë. Mais pourtant, ça fait aussi partie de nos manières de diminuer la souffrance et de donner des soins humains. Troisième exemple, rapidement, c'est celui sur l'utilisation des antibiotiques. 90% des antibiotiques qu'on prescrit, c'est fait en première ligne, donc dans les cliniques, dans la communauté, versus 10% seulement dans les centres hospitaliers. Puis plus on s'expose aux antibiotiques, plus ça crée des résistances qui annulent ou qui diminuent ou qui annulent l'efficacité des médicaments. Il y a plusieurs situations où les prescrits de façon inappropriée qui contribuent à ça. On peut penser aux otites chez les enfants qui vont souvent guérir toutes seules, aux infections respiratoires virales comme des rhumes ou des bronchites, aux infections urinaires chez les personnes âgées qui ne vont pas causer de symptômes. Fait que oui, ça cause des résistances, mais ça cause aussi des effets indésirables pour les patients, comme des allergies, des infections, des colites assez difficiles qui peuvent être très sévères même après un premier épisode, et ça contamine aussi l'environnement de toutes sortes de manières. Donc, Choisir avec soin a fait une campagne sur l'utilisation judicieuse des antibiotiques. Je vous présente ici un des outils qui s'appelle la prescription virale. Une version pédiatrique et une version adulte existent. Ça permet aux patients, dans le fond, quand on leur remet ça, de comprendre qu'est-ce qu'ils ont, de savoir quoi surveiller comme symptômes, donc de savoir quoi faire, puis de savoir quoi faire aussi si ça va pas bien. Puis ça répond aux besoins du clinicien de faire quelque chose et d'éviter de céder à la pression de prescrire un médicament inutile. Donc, notre but, c'est évidemment pas d'arrêter de soigner. On ne rationne pas les soins, on ne soigne pas moins, mais on intègre tout ça autour d'une vision de pertinence.
Depuis ce matin, on parle de co-bénéfices, mais dans un concept ici de pertinence des soins, il y en a plusieurs qui sont évidents. Médicaux en priorité parce qu'on évite de soumettre le patient à des risques inutiles. Environnementaux parce qu'on utilise moins de ressources. Organisationnels parce qu'il y a moins de charge de travail qui est imposée au personnel. Financiers en diminuant le gaspillage. Puis ça nous donne un système qui est plus résilient, qui est plus autonome et qui est plus réactif. Donc, on espère vous avoir démontré que l'impact environnemental des soins est vraiment lié de très, très près à la pertinence. C'est l'occasion pour les professionnels de la santé d'être des leaders pour des soins de qualité, des soins qui sont durables. Mais ça, il faut aussi qu'on l'enseigne, parce qu'on n'est pas formé dans notre cursus avec ces idées-là. Chloé Jomati, qui est dans la salle, j'ai pris ça d'une de ses présentations, disait « faire moins, c'est faire mieux et c'est faire plus ». Mais c'est pas évident de le mettre en œuvre quand c'est pas ça qu'on a appris. L'Assemblée le démontre, c'est important d'être dans des équipes multidisciplinaires, de trouver des alliés. Je vous conseille aussi d'aller voir les outils de choisir avec soin qui existent. Concrètement, à Laval, ça prend plusieurs formes parce qu'on est issu de l'urgence. Moi, je suis en GMFU, dans les soins à domicile. Ça prend plusieurs formes au quotidien. On a créé de la formation continue. On a des points statutaires dans notre Assemblée générale de CMDP pour sensibiliser nos collègues, passer nos messages. On essaie d'infiltrer les réunions de service ou de département pour parler à des collègues qui seraient particulièrement concernés par un certain sujet. On fait des projets de qualité de l'acte en GMFU ou à l'urgence pour réussir à extraire des données puis pouvoir mesurer nos initiatives. Puis, je vous suggère aussi, ceux qui sont en établissement, de voir avec les comités de pertinence qu'est-ce qui est possible de faire parce que c'est souvent des leviers vraiment intéressants pour se trouver des alliés pour mettre en œuvre nos projets. Donc, écrivez-nous si vous avez des questions. Merci. Merci bien. Vous pouvez vous asseoir ici. Merci bien. La Cité de la Santé, c'est vraiment, mesdames, sont des pionnières dans les éco-CMDP. C'est un modèle à la grandeur du Québec. Merci. Je vais demander aux 3 personnes du Saguenay, du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean de venir. Donc, Jean-Frédéric Laroche, Gilles Auclair, José Vincent. Et de garder top chrono 20 minutes exactement comme le monde de la Cité. On devrait terminer pour 5 heures. Fait que, messieurs, dames, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous, Gilles Auclair, directeur adjoint logistique et services techniques. Je suis accompagné de José Vincent, coordonnatrice logistique, et de Jean-Frédéric, coordonnateur logistique de mon équipe. Et on est ici vous parler de développement durable, comme toute la journée a porté sur ce sujet, évidemment. Et dans le fond, on le fait sous un angle de gestionnaire. Et on a l'occasion peut-être de répondre à, un peu comme M. Thorpe l'a fait ce matin, à la question quand on est bloqué ou qu'on ne sait plus par où avancer ou quoi faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Et la réponse à ça, c'est simple, c'est le titre de notre présentation. Le développement durable, on le fait. Et on arrête de s'enfarger dans tout ce qui nous empêche de le faire. Donc là-dessus, sans plus de détails, je vais laisser la parole à José qui va vous parler d'un projet en service alimentaire. Bonjour. Donc, la réduction du gaspillage alimentaire au niveau de quand on fournit 3 millions de repas par année, donc c'est immense ce que ça peut générer comme déchets. Et pourquoi dans le fond, on a décidé de s'y attaquer de notre côté, c'est vraiment par nécessité de faire mieux, mais aussi de faire voir. Donc, rapidement, avec l'augmentation du coût des denrées, on s'est ramassé avec des dépassements budgétaires importants. Donc, et on se faisait dire, bien, vous coûtez cher, vous devez revoir vos façons de faire ou vos pratiques. Et à la place, on a dit, bien, on va commencer par voir qu'est-ce qu'on pourrait optimiser dans ce qu'on fait. Et rapidement, le gaspillage alimentaire a été identifié là, comme une source importante de réduction possible. Donc, l'objectif, ça a été de vraiment voir dans l'ensemble de notre processus, à partir de la planification, de la production et de la distribution, comment est-ce qu'on est capable de venir identifier nos sources de gaspillage et de les réduire. Donc, ça a commencé avec chiffrer, évidemment, donc en kilos, comment est-ce que ça donne de kilos pour chacun des processus, puis à quel endroit est-ce qu'on va mettre nos énergies en premier pour avoir le coût-bénéfice le plus important au départ. Donc, on a embauché quelqu'un aussi qui nous a aidés, donc un éco-conseiller qui est venu nous soutenir parce que, comme on l'a dit, on est des gestionnaires. Je ne suis pas une spécialiste du développement durable, pas du tout. Donc, j'avais besoin de conseils et d'orientation là, pour y arriver. Et on s'est aperçu aussi que de mobiliser les équipes, c'était très important. Parce que, oui, on voulait regarder, mesurer, tout ça,
mais de s'assurer que tout le monde est dans le même sens des décisions, puis que chacun puisse porter une partie de la responsabilité, que ce ne soit pas juste le CIUS, pas juste non plus le service alimentaire, mais l'ensemble des employés qui puissent identifier des sources de gaspillage, apporter des solutions dans son quotidien immédiatement. Donc, de ne pas attendre d'avoir fait toute la démarche, mais tout de suite se mettre en action. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a voulu aussi optimiser. On a voulu implanter la culture de la mesure. Donc, comment est-ce qu'on se mesure? Qu'est-ce qu'on mesure et sur quoi on va mettre les efforts, comme je le disais. Donc, on a commencé par faire un A3. On a regardé en fait, ouais. Donc, on a commencé à partir de juin 2022, donc c'est assez récent. Je disais qu'on avait commencé par mesurer dans un premier temps pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on a mesuré en centre hospitalier, en CHSLD. On s'est rendu compte qu'en CHSLD, juste pour vous donner une idée de l'ampleur, donc nos choix d'organisation, où est-ce qu'on a fait l'offre alimentaire, on a 2 choix de menus et on est en vrac. Donc, la distribution en vrac, c'est plutôt que de faire les plateaux à l'avance, on distribue directement sur les unités. C'est 40% de pertes, donc qui s'en allaient aux poubelles. Donc, c'était immense. On a regardé qu'est-ce qui restait dans les assiettes, qu'est-ce qui restait de la production et rapidement aussi, ce qui restait dans les assiettes, c'est pas là qu'on a décidé de mettre nos efforts parce que c'était minime. On a vraiment regardé la distribution. Donc, comment est-ce qu'on arrive à réduire l'ensemble des quantités. Donc, le A3 est venu nous aider pour trouver des causes fondamentales et pouvoir trouver des actions. Mais même encore là, on trouvait que c'était trop long avant d'arriver à un résultat. On a décidé de s'associer avec la tablée des chefs. Donc, pour au moins revaloriser ce qu'on jetait, donc plutôt de l'envoyer aux poubelles, de s'assurer de nourrir d'autres humains avec ce qu'on avait produit. Donc ça, ça a été vraiment une super rencontre avec Kalila et son équipe qui sont ici. Et aussi, on a fait la vente de reste. Donc, avant ça aussi, on a regardé qu'est-ce qu'on est capable de revendre, donc de portionner et remettre en service pour les familles et les individus du CIUS qui pourraient partir avec des plats emportés chez eux. Ensuite de ça, on a communiqué, dans le fond, énormément avec nos équipes pour leur faire voir. Et la majorité était très contente qu'on s'attaque au problème parce qu'eux le voyaient, eux le faisaient, ils jetaient beaucoup de choses, mais ils se sentaient complètement impuissants. Donc, et là, je vais me dépêcher parce que si je veux laisser du temps, hein, tu me fais du signe, c'est bon. Accompagner les équipes dans le déploiement aussi, donc ça, c'était un volet important. Donc, comment est-ce qu'on accompagne nos équipes pour s'assurer qu'ils se mettent en action et qu'on puisse arriver à faire des changements? Et là, on est rendu à l'étape de mesurer à nouveau pour voir où est-ce qu'on en est. Donc, ça se fait dans les prochaines semaines, ça fait que je n'ai pas de résultats à vous donner où est-ce qu'on en est, mais notre cible était de réduire à 15%. On savait qu'on ne pouvait pas arriver à zéro, compte tenu que nos choix d'organisation, comme je vous le disais, sont toujours les mêmes. Et dans une phase 2, c'est ce qu'on veut valider. Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer ce volet-là? Donc, dans le A3, on a identifié beaucoup de choses et au niveau des solutions, donc que ce soit au niveau de la méthode, donc de planifier selon les besoins, de respecter les recettes, de faire le portionnement, de s'assurer qu'on a un bon portionnement, les mesures, donc la culture de la mesure à implanter, donc de standardiser, de peser, mais aussi d'auditer. Tout le volet main-d'œuvre dont j'ai parlé avec la communication, la mobilisation, les sensibiliser à tout ce qu'eux peuvent faire également, puis les embarquer dans notre grand projet, de les former et les accompagner. Au niveau de la matière, donc de commander juste, donc s'assurer d'avoir une commande qui est dans le juste à temps et de ne pas trop accumuler, puis d'avoir après ça des pertes liées au gaspillage aussi parce qu'on doit en jeter. Donc, revendre les dons, le compostage évidemment. Et au niveau du matériel, donc s'assurer d'avoir des outils, donc de peser, donc de voir qu'est-ce qu'on jette à chaque jour, d'avoir un tableau qui nous consigne l'ensemble des restes et de s'aider aussi avec de la technologie, avec un logiciel qui va venir nous dire vraiment dans tout notre processus, qui va venir nous accompagner pour s'assurer d'enlever le facteur humain. Parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'à partir du moment où il y a des humains qui ont peur de manquer de la nourriture, donc à chaque étape, les quantités augmentaient. Donc, on planifiait un besoin, mais on disait, le cuisinier se disait m'en faire un peu plus. Puis, au niveau de la distribution, donc, on disait m'en demander un peu plus parce que là, je n'ai manqué. Donc, tout ça, ça a accumulé, ça faisait beaucoup de restes.
Donc, à ce jour, on a des équipes qui sont mobilisées. On a vraiment une cible d'établie. Donc, on s'est donné du temps. On a commencé des audits aussi. Donc, dans tous nos établissements, on revend nos restes. On fait aussi la mesure, comme je vous disais, au niveau de la tablée des chefs. Donc, juste vous donner un ordre de grandeur, c'est 67 000 portions qui ont été redonnées. Donc, au niveau social, c'est vraiment très apprécié. On travaille avec Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et récemment, justement, je leur demandais un peu un bilan de qu'est-ce que les gens, comment ils trouvaient ça. Donc, l'ensemble des portions qu'on redonne sont données à des organismes qui choisissent et qui s'assurent de rien jeter. Fait que c'est super positif. Je te laisse la parole. C'est mon cue. C'est ton cue. Excellent. Merci, ouais. Bon, c'est à moi. J'ai toujours rêvé de faire ça. On va s'ajouter. Hey, c'est moi le dernier. Un petit kick. Pour ceux qui ne sont pas venus en bas, il faut que je le dise, il y a un télésouffleur. Fait que c'est vraiment trippant. Je me sens comme à Radio-Canada. C'est vraiment trippant. Fallait que je le dise, c'est fait. Oui, j'accouche Gilles. Parce que là, il y a le timing, ça s'en vient. Moi, j'étais un petit crinqué dans la vie, fait que... Bon, juste, puis il faut aussi que je dise quelque chose, vu que je suis le dernier. C'était vraiment une belle journée, puis je veux prendre 2 minutes pour Nathalie te remercier, puis toute l'équipe SSA. C'était vraiment une journée exceptionnelle, puis Nick le mentionnait ce matin dans son allocution que faut innover, mais il y a aussi le volet partage. Il ne faut pas garder ces pratiques-là puis dire « hey, c'est secret ». Puis je pense qu'avec des initiatives comme ça, donc que ça nous permet d'aller chercher les meilleures pratiques, de réseauter, etc. Donc, bref, merci, puis c'était vraiment intéressant. Sans plus attendre, c'est pas pire? C'est pas pire? Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter les actions de révision des processus de gestion des matières résiduelles au CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus particulièrement à l'hôpital de Chicoutimi. Donc, j'ai environ 6-7 minutes pour le faire. Donc, ça va être vraiment global, puis au pire, on pourra en parler après plus en détail ou dans les questions, ça nous fera plaisir. Donc, la situation qui nous a amené au CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean à réviser nos processus de gestion des matières résiduelles, c'est qu'en 2019 environ, juste avant la pandémie, on a eu des échanges avec le gouvernement, puis on a eu la confirmation qu'il y aurait la construction d'un nouveau bloc opératoire à l'hôpital de Chicoutimi. Super positif, super content, on se tape dans la main. Par contre, dans la foulée, ils nous annoncent qu'on allait devoir détruire nos installations logistiques. Donc, quand je dis installation logistique, c'est l'endroit où on traite l'ensemble de nos matières résiduelles. Donc, pensez à déchets ultimes, traitement du papier confidentiel, DBM, déchets biomédicaux, etc. Donc, ça amenait son lot de défis. Donc, en ce sens-là, il y avait des objectifs et un mandat. Donc, tout d'abord, de planifier, évidemment, les nouvelles installations logistiques sur le futur site. Et également de passer d'un mode, je dirais, traditionnel de gestion des matières résiduelles vers un mode axé sur les meilleures pratiques en développement durable. Donc, en gros, ils sont venus nous voir et ont dit « Hey, projetez-vous dans l'avenir, essayez de prédire le futur. » Vous savez que dans le réseau, on garde nos installations, pas 10, pas 30, pas 40, c'est plusieurs dizaines d'années. Fait que c'était quand même assez stressant. Il fallait prévoir ça, puis essayer de léguer quelque chose d'intéressant pour nos successeurs. Puis là, ben, nous, de la manière qu'on a abordé ça, premièrement, on a dit, Gilles l'a mentionné d'entrée de jeu, nous, on n'est pas professionnels en développement durable, on est vraiment des gestionnaires. Alors, on n'avait pas les connaissances techniques. Donc, tout d'abord, on s'est dit, la pire affaire qu'on peut faire, c'est rester de notre côté. Donc, on s'est entouré. Merci à l'équipe d'SSA qui nous ont vraiment épaulés là-dedans. Puis la deuxième chose qu'on s'est dit, on a dit, attendez, là, c'est impossible, il n'y a personne ici, dans cette salle, qui peut prédire le futur. C'est pas possible. Ça nous a comme enlevé du stress aussi. Puis on s'est dit, par contre, ça se prépare. C'est le postulat qu'on a dit. L'avenir se prépare, ne se prédit pas. Alors, il y a des indicateurs qui vont nous aider à faire les bons choix en tant que gestionnaire pour préparer justement l'avenir. Donc, vous les connaissez, on a nommé la plupart de ces indicateurs-là aujourd'hui, que ce soit la ressource humaine, les ressources humaines qui sont difficiles à trouver de nos jours, les enjeux climatiques, les enjeux de développement durable, les ressources matérielles qui sont de plus en plus rares et dispendieuses, etc., qui font en sorte qu'on va faire les bons choix de gestion pour préparer ce qui s'en vient. Donc, la démarche que l'on a suivie,
première qui est unanime, qu'on a entendu, peu importe le projet universel quand on parle de gestion, c'est l'évaluation qui se doit, le diagnostic ou l'évaluation initiale qui se doit d'être juste. Encore une fois, on a été accompagné avec SSE là-dedans. Donc, évaluation initiale pour bien comprendre nos flux internes, nos matières, avec une caractérisation, hiérarchisation de nos matières. Une fois que ça a été fait, bien, c'est planification et mise en œuvre. Puis, ça, je vais revenir à la prochaine slide sur la hiérarchisation et la mise en œuvre, là. Mais je dirais qu'un volet super important, c'est les deux dernières là, au niveau humain. Donc, vous savez, nous, on n'a pas fait de présentation du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est 14 000 employés. Donc, c'est quand même assez gros sur un territoire très étendu. Donc, quand on a autant d'employés qui sont habitués, je dirais, dans un mode traditionnel, je vous dirais, là, de fonctionner sur la gestion des matières résiduelles et qu'on vient leur présenter, dire on ne fonctionnera plus comme ça, bien, c'est certain que le volet humain sur la gestion de changement, la sensibilisation, c'est super important. Donc, il ne faut pas minimiser ce facteur-là. Donc, hiérarchisation et planification, quel choix on a fait? Je vais insister davantage sur le recyclage, là, DBM et compostage, je vais passer un petit peu moins de temps. Mais au niveau du recyclage, pour nous, après avoir travaillé encore une fois avec SSE et avoir visité d'autres CIUS, regardé de la littérature, pour nous, ça venait évident qu'il fallait travailler en plateau de travail. Donc, qu'est-ce que c'est le plateau de travail? En gros, c'est qu'on va venir intégrer à même nos installations des centres de tri. Donc, ça peut avoir l'air impressionnant. Moi, quand j'ai eu des échanges, puis on m'a dit, tu vas faire un centre de tri, on pense que ce serait ça. J'ai dit, un peu, là. C'est gros, là. Mais il ne faut pas voir ça gros. Je reviens à le titre de notre présentation, on le fait. Fait que c'est là-dedans qu'on s'est enligné. Puis il ne faut pas attendre que ce soit parfait non plus en développement durable. Donc, on est allé là-dedans, puis c'est tout à fait réalisable. Ce plateau de travail-là, ce centre de tri-là va être géré également, et c'est là que je fais le parallèle avec l'intégration sociale, qui est une voie peut-être sous-estimée ou qu'on parle moins en développement durable. Ce plateau de travail-là va être opéré par des usagers du CIUS. Pensez, puis il y avait la patte, je finissais avec les partenariats, donc ça va être des usagers, par exemple, du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou déficience intellectuelle. Ça peut être nos jeunes aussi, au niveau du centre jeunesse, ou encore des personnes qui vont avoir une problématique de santé mentale, qui vont être en mesure, ou qui ont été en mesure de travailler et pour une raison X, vont être en psychiatrie. Ils vont avoir besoin d'une passerelle pour éventuellement réintégrer le marché du travail. Donc, vous voyez comment c'est génial, ce plateau-là. On offre une passerelle puis un endroit pour nos usagers. Donc, il y a vraiment une espèce de boucle là, qui se fait. Donc, c'est absolument génial. Puis l'autre affaire qui est magique, c'est que ça s'autofinance parce que cette clientèle-là qui va venir opérer le centre de tri, on ne les rémunère pas ou à peu près pas. Puis, bon, on va ségréger, on va trier les matières. Puis ce que ça va nous permettre de faire, vu que ça va être une matière qui est pure, c'est qu'on va avoir des fournisseurs externes qui vont venir nous payer pour venir chercher cette matière-là et éventuellement les revaloriser, les recycler. Donc, moi, je passe d'une dépense à un revenu. Donc, encore une fois, ça s'autofinance. Au niveau des déchets biomédicaux, je vais aller assez rapidement là-dedans. Choix technologique, on n'est pas tout à fait arrêté, mais la vision que l'on a, je vous disais, on ne peut pas prédire l'avenir. Donc, comment ça va se matérialiser dans les prochaines années, les 10, 20, 30 prochaines années, je ne sais pas, mais à l'heure actuelle, dans l'ensemble du réseau de la santé, les déchets biomédicaux qui nous proviennent des unités de soins, ce n'est pas compliqué, c'est autoclavé, puis ça s'en va à l'enfouissement. Puis là-dedans, il y a du plastique, il y a du métal, c'est toutes des matières qui pourraient potentiellement être revalorisées. Donc, pour nous, les étapes qu'on veut suivre dans le futur, c'est vraiment de passer d'un mode d'enfouissement vers une mode de revalorisation. On analyse, entre autres, là, la technologie par micro-ondes et la faisabilité de tout ça. C'est notre vision par rapport à ça. Et finalement, le compostage, bien, José vous en a parlé. Pour nous, on met énormément d'efforts. Puis je pense que c'est là-dedans qu'il faut aller dans plusieurs sphères, d'ailleurs, en développement durable. C'est la réduction à la source. Les prochaines étapes, finalement, pour nous, je vous ai parlé de l'hôpital de Chicoutimi, les enjeux, mais c'est de régionaliser le processus. Donc, on a 6 hôpitaux. Je vous épargne le reste de nos installations, mais on est très étendu. Donc, c'est de régionaliser le processus, étendre ce principe-là à nos autres installations qui va nous permettre de générer des revenus. Donc, je vous donne juste un exemple de potentiel. Pour le papier nominatif à l'hôpital de Chicoutimi, donc le papier confidentiel, si vous voulez, là, c'est un potentiel d'économie, en fait, de revenus de 28 000. À l'heure actuelle, ça me coûte 28 000 $. Donc, je paye un fournisseur qui va venir chercher mon papier confidentiel, je paye 28 000. Et si je passe en mode plateau, je vais avoir un revenu de 28 000. Donc,
il y a un recycleur qui va me payer 28 000, donc j'ai un écart de 56 000. Seulement pour le papier nominatif, je vous épargne le carton ondulé, je vous épargne le plastique souple, le plastique rigide. Donc, je peux aller beaucoup plus loin seulement pour une installation. Donc, imaginez si je régionalise mon processus. Ce que ça va me permettre, mon but, ce n'est pas ultimement de faire de l'argent, mais c'est de me rendre plus loin en développement durable, me créer de la capacité, notamment en me créant des postes de conseiller en développement durable qui vont me permettre de faire de la sensibilisation, d'aller sur les unités de soins, de créer des partenariats. Puis quand je dis d'aller plus loin en développement durable, c'est notamment réduction à la source, etc. Donc, sur ça, Gilles, le mot de la fin? C'est gentil, Jean-Frédéric, merci. Dans le fond, Jean-Fred, il m'a fait accepter d'être ici aujourd'hui avec José, parce que l'invitation t'avait été faite à toi de participer au colloque et de te présenter. Il nous a embarqués dans le bateau. On a répondu, on le fait. Puis c'est smart de sa part, parce que dans le fond, il m'a siphonné toutes les minutes que j'avais pour vous parler. Fait que, je suis venu ici pour vous adresser un mot de 1 minute 45, comme c'est parti là. Donc, j'espère que vous avez vu, dans le fond, l'image de Dominique Paquette, en fait, c'est parce que c'est notre inspiration. Ça a décollé en équipe. Là. On se rappelait le fameux sketch sur Costco qui était complètement farfelu. Là. Les gens vont payer une carte pour avoir le droit de rentrer chez nous. T'sais, on le fait, ouais. Les gens vont prendre nos vieilles boîtes pour s'emballer en sortant au lieu de lui donner des sacs. On le fait, let's go. Fait que ça a décollé comme ça, puis on a pensé mettre l'image pour la petite histoire et vous faire sourire en finissant. Mais je pense que ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est un peu vous inspirer, vous montrer qu'effectivement, il ne faut pas attendre. Il y a certaines affaires qu'on voudrait faire. Je pensais au covoiturage là, avec Marc Endo, qu'on a discuté dans une communauté de pratique. On aimerait ça être en mesure de donner des incitatifs aux employés pour qu'ils covoiturent. Mais là, on est bloqué avec plein de paramètres, conventions collectives, rémunération, conseil du trésor. Fait qu'on ne peut pas aller là. Mais on peut influencer, par contre, comme Nick le disait ce matin, on peut influencer dans ce sens-là, puis continuer à porter nos voix, puis les unir ensemble pour faire entendre le message que c'est peut-être la solution de covoiturer davantage plutôt que de prendre nos autos solo. Donc, on voulait vous inspirer en ce sens-là, puis vous montrer qu'avec la réduction à la source, on peut combiner, dans le fond, les enjeux de nos gestionnaires, qui sont, du réseau de la santé, qui sont de toujours offrir davantage de services. On l'a nommé tantôt, nos collègues qui sont passés, nos collègues médecins qui sont passés l'ont nommé. On doit toujours offrir plus de services à la population et de meilleure qualité. Puis nous, on a toujours la pression de l'offrir à coût réduit, donc en étant toujours plus performant au niveau financier. Donc, c'est drôle, mais quand on rentre le développement durable dans ça, dans ces paramètres-là, puis qu'on fait juste ajouter une couche environnementale, développement durable à nos réflexions, on trouve cette efficience-là et cette augmentation-là de la qualité des services. Donc, c'est ce qu'on voulait vous livrer aujourd'hui comme message. Donc, c'est possible de faire du développement durable, on n'a pas à s'arrêter. On peut le faire, puis aller de l'avant avec des initiatives très inspirantes, comme on vous le montre aujourd'hui. Donc voilà, merci à tout le monde. Alors, merci beaucoup. Fait qu'à l'avenir, on le fait, c'est sûr. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions pour les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean et pour la Cité de la Santé, on aurait encore 10-15 minutes de questions. Alors, oui, allez-y. En fait, quand on dit presque pas payé, c'est que c'est un modèle qui existe là, d'avoir des plateaux de travail avec les usagers de nos services là, en milieu hospitalier. Donc, quand on pense à santé mentale ou à des ITSA, en fait, les usagers sont dédommagés pour leurs frais de repas et tout ça, mais on n'a pas à leur offrir de salaire en tant que tel ou sinon de façon très minime par jour, une espèce de per diem. C'est un peu ça le message que Jean-Frédéric voulait dire. Ouais. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est la réinsertion socio-professionnelle. Donc, de permettre à ces gens-là d'avoir une vocation puis de s'impliquer dans quelque chose de plus grand qu'eux. Donc, c'est ce qu'on a vu quand on est allé visiter à Pierre Boucher. D'ailleurs, tu sais, je tiens à le dire, Jean-Frédéric et José ont encore visité hier des partenaires du réseau. Je pense à la Cité de la Santé de Laval qui a été visitée hier au service alimentaire, entre autres. Puis, c'est vraiment la force, là, le réseautage là, qui nous a été présenté ce matin, c'est vraiment la force, je pense. Puis, il faut vraiment s'en servir pour aller encore plus loin en développement durable puis changer les choses. Je profiterai d'être ici. J'aurais une petite question. Ah, ben vas-y. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, oui. Si je peux juste rajouter, ça a l'air compliqué encore là, mais trouver des partenaires, des partenariats, en fait, on aurait plus de partenaires que ce qu'on a de capacité dans le plateau. En réalité, ça fait la file, tu sais. Fait que faut pas penser que c'est quelque chose d'ardu. Puis les gens qu'on approche sont comme, je pense au CRDI, entre autres, AIA, ils sont incroyables. Puis quand je vous disais également qu'il ne faut pas attendre que ce soit parfait, on dit hey, « il y a un centre de tri, c'est gros, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit nickel, il faut que ce soit en stainless », pas du tout.
Puis quand les gens du CRDI, le témoignage, qui sont venus visiter, on a dit, ben, ce serait pas mal ça qu'on aurait, tu sais, puis c'est fait comme ça. Ils sont comme, mais c'est parfait. On était quasiment gênés de lui montrer l'espace parce qu'on trouvait que c'était un peu rough comme environnement de travail pour des usagers, tout ça. Nos collègues du CRDI ont dit non, quand on les envoie en entreprise privée, c'est comme 10 fois pire que ça. On est bien heureux qu'ils soient dans vos services. Fait que, bref, puis la réponse, comme Jean-Frédéric l'a dit, c'est drôle, on est revenu de Pierre-Boucher, on est allé visiter le centre de tri de Pierre-Boucher. On est revenu au Saguenay, puis dans la semaine, je pense, il y avait une publication de nos collègues du CRDI qui disait le CIUS est à la recherche de milieux de travail pour ses usagers. La connexion s'est faite tout de suite, puis effectivement, on a une liste d'attente en ce moment pour des usagers qui veulent travailler dans nos centres. Ouais. Oui. Ben, en fait, j'ai des questions pour les deux groupes. Je vais commencer par mes consoeurs. Choisir avec soin, avec l'impact environnemental, c'est difficile. C'est difficile de parler aux cliniciennes, leur dire de réduire, de faire moins de scans, de prescrire moins. Puis on sait que c'est vers ça qu'il faut aller. Est-ce que vous avez des résistances? Comment ce message-là passe auprès de vos confrères et consoeurs dans les milieux cliniques? Bien, en fait, nous, à l'urgence, j'ai commencé un projet de statistiques. Donc, je viens d'avoir d'ailleurs les statistiques cette semaine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rencontre vraiment dans une approche réflexive là, de l'utilisation des soins de santé. Puis, chaque clinicien va avoir sa statistique d'utilisation d'imagerie par rapport à la statistique d'utilisation du groupe. Puis, en fait, là, ce que j'ai reçu, je l'ai reçu ce matin, d'ailleurs, en grande primeur. Mais tu sais, j'ai reçu, c'est un Power BI. Là, je ne sais pas s'il y en a qui sont habitués avec ça. Donc, c'est vraiment des statistiques. Puis là-dedans, je peux stratifier, mettons, les 90 ans et plus, chaque médecin fait combien de scans. Pour les douleurs abdominales, chaque médecin fait combien de scans. Fait que là, je vais m'asseoir justement avec le comité de pertinence pour voir un peu ce serait quoi l'approche la plus intéressante. Puis, tu sais, le but, c'est vraiment pas de se culpabiliser. Là. Le but, c'est vraiment d'avoir un peu sa statistique comparée aux autres. Parce que quand tu as ta statistique comparée aux autres, c'est ça qui fait le changement de pratique. Puis, tu sais, le but, c'est vraiment, c'est pas tu sais, le but, c'est que tout le monde diminue. Là. C'est pas, tu sais, si tu es quelqu'un qui a une pratique un peu plus défensive puis que tu n'es pas à l'aise de faire une pratique moins défensive, ben c'est peut-être que tu vas juste diminuer un petit peu, tu sais. Mais le but, c'est que tout le monde diminue son utilisation. Fait que ça, c'est un des projets là, qu'on va mettre en branle avec notre équipe d'urgence à la Cité de la Santé. Je pourrais peut-être vous présenter les résultats l'année prochaine. Puis ce qui est très cool avec le Power BI, c'est que là, je vais avoir en temps réel les statistiques. Tu sais, fait que je vais pouvoir regarder le mois après la présentation, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé. Puis, je suis aussi la présidente de l'évaluation de l'acte de l'urgence. Puis, on fait des études par critères explicites pour regarder un peu c'est quoi notre utilisation des ressources. Donc là, on a fait, l'année passée, j'ai une collègue qui a fait une étude par critères explicites sur les CT scans enthromocrâniens à l'urgence. Donc, on est très bon pour scanner quand il faut scanner. Mais quand il ne faut pas scanner, bien, on scanne pareil. Fait que, le mélange de ces études-là par critères explicites plus les statistiques personnelles, je pense que ça va être vraiment ça qui va faire changer les pratiques. Mais c'est parce que sinon, je pense que c'est à choisir avec soin. Là, il disait, là, un clinicien, il fait toujours tout correct puis il est tout le temps toujours bien bon. Est-ce que je peux rajouter? C'est vrai parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas nécessairement concernées. Puis nous aussi, ça prend du temps avant d'intégrer ces concepts-là. C'est difficile d'intégrer le changement de culture, mais je trouve que pour essayer de rassembler tout le monde est impacté dans l'hôpital par la gestion des listes d'attente. Fait que depuis la pandémie, si on prend cet exemple-là, ça a vraiment mis en évidence à quel point il y a des difficultés d'organiser les ressources. Puis, en intégrant les notions de pertinence, bien, on dirait que ça vient mettre en lumière pourquoi c'est important puis pourquoi c'est utile pour tout le monde. Fait qu'on passe par d'autres arguments. Puis c'est vraiment important de faire des liens entre les différentes spécialités, des liens entre les différents départements. Puis à Laval, c'est un peu notre force qu'il y a un seul établissement pour couvrir l'île au complet. Fait qu'au final, tout le monde finit par travailler ensemble parce qu'on est juste une grosse équipe. Et, tu sais, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur beaucoup. On essaye, entre autres, de valoriser davantage les soins à domicile, d'amener des ressources en dehors des murs de l'hôpital, sachant, entre autres, à quel point les hôpitaux consomment et combien c'est des grosses sources, mais aussi de retourner plus dans la communauté. Ça facilite. C'est beaucoup plus facile de pas traiter une pneumonie si on n'est pas déjà rendu à l'urgence. T'sais, si on est à la maison puis qu'on a d'autres alternatives de traitement à offrir. Fait que les soins à domicile à Laval, il y a des projets de SIAD, là, les suivis intensifs à domicile qui ont été implantés depuis la pandémie.
tout le monde, les spécialistes, entre autres, étaient un peu réticents avec ça parce que ça fait peur. Voyons, traiter des patients potentiellement instables à domicile, on n'est pas habitué avec ça, mais de leur mettre de l'oxygène, des traitements intraveineux. Mais on l'a fait, on montre à quel point ça fonctionne. Puis maintenant, c'est des services qui se côtoient au quotidien, qui communiquent beaucoup mieux. Donc, on essaye vraiment de passer par le changement de culture global. C'est intéressant, il faut aller vers la décroissance des soins, puis le public souvent nous demande des prises de sang, nous demande des antibiotiques, nous demande des scans. Puis dans le futur, il y a des études qui disent que peut-être 5 % des cancers dans le futur vont être causés par les scans qu'on fait. C'est comme catastrophique. Hein? Oui, allez-y. Oui, c'est vous? Oui, c'est vous. Merci. Alors, merci pour votre présentation. J'allais demander comment impliquer les patients dans cette démarche-là aussi, parce que moi, je me considère comme une patiente et certaines fois, quand on va consulter, on n'a pas assez d'explications, ce qui fait qu'on demeure anxieux par rapport à notre santé et on revient pour des consultations qui seraient inutiles si on avait de la bonne explication, si on était impliqué convenablement. C'est vrai que tout le monde n'a pas nécessairement la même capacité d'absorber des informations, la littérature ou peu importe, mais vous avez le profil des patients avec vous, vous savez qui pourrait absorber un peu de littérature et tout, on serait intéressé à le savoir, mais c'est une consultation de 5 minutes, rapidement, on a l'impression d'être traité comme faites vite, débarrasser le plancher, on ne comprend pas et on revient, on insiste un peu. Alors, comment impliquer les patients aussi dans cette démarche-là pour qu'ils comprennent et s'associent au développement durable? Parce que personnellement, ça m'intéresse, mais je suis entre les deux. Je suis prudente pour ma santé, et comme je n'ai pas ce qu'il faut, je reviens. Bien, en fait, Choisir avec Soin, il y a une section pour les patients, donc les questions à poser à son médecin. Donc ça peut être quelque chose de super intéressant si on est un patient à les regarder. Puis on va essayer, nous, d'implanter ces messages-là dans nos cliniques externes, là, sur les télévisions, là, pour que les patients abordent ces questions-là avec leur médecin. Mais c'est sûr que si le médecin a une attitude très fermée et qu'il est ouvert à répondre à la question, ça va être un peu plus difficile. Mais ça, la discussion patient-médecin, c'est quand même des choses qui sont beaucoup plus abordées là, dans le cursus, en tout cas en médecine familiale. Donc, tu sais, oui, il y a le changement le changement de culture passe aussi par prendre du temps avec son patient pour discuter de qu'est-ce qui va être bénéfique pour lui, qu'est-ce qui ne sera pas. Fait que ça fait partie de ce sur quoi on travaille à long terme. Mais comme patient, une première initiative, ça peut juste être d'être allé dans la ressource patient, de choisir avec soin. Puis il y a des questions qu'on peut poser à son clinicien. Une façon de le voir qui est difficile à comprendre, mais qu'on essaie aussi d'enseigner de plus en plus, c'est que le temps qu'on prend avec le patient pour lui expliquer les risques et les bénéfices, c'est du... Puis, admettons, de convenir de... je prends l'exemple, on va dire de ne pas faire tel test de dépistage ou de ne pas faire, dans une situation précise, le patient il décide que ça ne lui convient pas, c'est du temps qu'on sauve au final à ne pas analyser le résultat, rappeler le patient parce qu'il est anormal, gérer la médication qu'on doit prescrire, le pharmacien nous revient. Tu sais, il y a clairement une économie globale qui est difficile à chiffrer, à quantifier. Mais comme Stéphanie disait, on l'intègre de plus en plus dans notre enseignement auprès des nouvelles générations, pas qu'on soit particulièrement avancé dans notre carrière, là, mais quand même. Puis, tu sais, je pense pas que c'est grave comme patient de reconsulter si on est inquiet. C'est vraiment pas ça le problème. Si on a des symptômes puis qu'on est inquiet ou qu'on se sent pas bien, on n'est pas dans du dépistage. C'est pas ça la cause directe de la surutilisation des soins. C'est vraiment plus les cascades qui vont découler de différents biais là, qu'on a nommés dans notre consultation, dans notre présentation. Donc, les équipes multi sont bonnes pour ça aussi. Tu sais, si le médecin n'a pas le temps, peut-être que l'infirmière peut participer à l'enseignement sur les facteurs de risque. S'il y a d'autres collègues qui peuvent se joindre dans l'effort collectif. Oui, allez-y. Oui, c'est vous. Ah, je sais. Écoutez, allez-y entre vous. Ce ne sera pas très long. Dans le premier temps, merci. Moi, je ne travaille pas dans le domaine de la santé et puis je pense que vraiment la journée d'aujourd'hui, pour moi, c'était vraiment très intéressant. C'était intéressant finalement d'entendre parler de la prescription santé. J'ai envie vraiment de vous dire aussi sinon prescription nature et de développement durable également tout juste après. J'ai envie de vous dire merci finalement aux acteurs de la santé publique d'ouvrir la porte finalement à cette possibilité-là pour l'ensemble des citoyens du Québec. On avait grandement besoin pendant la pandémie notamment finalement de ce soutien-là de notre environnement et surtout finalement de nos espaces verts notamment. Ceci étant dit, je pense qu'on a encore besoin vraiment beaucoup des acteurs du domaine de la santé dans les prochains jours, dans les prochains mois et dans les prochaines années.
Et je pense que vous savez tous, vous l'avez tous entendu, l'urgence d'agir. Et écoutez, vous connaissez tous le dessin là, de développement durable, là, les 3 sphères là, de même dimension avec l'intersection. Et on nous dit finalement, au milieu, là, finalement, ça c'est le développement durable. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire qu'au niveau finalement des acteurs de la santé, vous devez nous présenter un nouveau dessin. Ce dessin-là, il était bon avant les années 2000. Aujourd'hui, il faut refaire ce dessin-là en disant simplement l'élément suivant. On vit tous dans un même environnement sur une seule terre, finalement. On doit tous vivre ensemble. Évidemment, penser également aux enjeux économiques parce qu'on ne peut pas éviter non plus cet aspect-là de nos vies. Ceci étant dit, le dessin des 3 sphères égales, je pense qu'il faut vraiment le revoir en totalité. Et ce serait vraiment intéressant de dire qu'au CHUM, à l'été 2023, on a proposé une nouvelle représentation graphique du développement durable. Et c'est un geste important pour nos élus également. Vous savez, quand nos élus nous parlent de développement durable, ils nous présentent encore les 3 mêmes ronds finalement. Mais je pense que pour faire bien comprendre finalement l'urgence d'agir aujourd'hui, il y a aussi la nécessité de revoir cette représentation graphique du développement durable. Bravo. Je pense qu'on va passer à une dernière question, comme le temps avance. Allez-y. Je peux y aller. Là. Comme je le mentionnais, on n'est pas rendu là parce que le bloc, il n'est pas construit encore. Donc, on a révisé nos processus en prévision du nouveau bloc opératoire. Le plateau de travail, on s'est dit, les processus qu'on a révisés en fonction du nouveau bloc, on trouve ça merveilleux. Attendons pas d'être rendu là pour le faire. Donc, on le fait, puis on a implanté tout de suite le plateau de travail. Par contre, pour les déchets biomédicaux, là, je vais rentrer dans le technique, mais idéalement, là, dans un monde idéal, ce qu'on souhaiterait faire, c'est implanter un éco-stérile. Donc, c'est traitement, au lieu d'être un autoclave, donc c'est traitement des déchets biomédicaux par micro-ondes. Ça, c'est phase 1, disons, du projet, dans le nouveau bloc opératoire. Phase à l'interne. Oui, exactement. Je rebondis sur votre intervention, c'est que dans notre réalité au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est qu'on a 6 hôpitaux avec chacun un autoclave pour le traitement à l'interne des déchets biomédicaux déjà. Donc, nos déchets biomédicaux, une fois qu'ils sont, on appelle ça une cuisson, un coup qu'ils sont cuits, autoclavés, on les envoie à l'enfouissement dans le fond. Donc, toutes ces matières plastiques-là et organiques et autres là, qui s'en vont à l'enfouissement un coup qui ont été autoclavés. Donc, chez nous, ce qu'on veut, c'est améliorer le processus pour éviter l'enfouissement ultime. Là. Exact. C'est bien correct. Puis, dans la deuxième phase, c'est le air stérile. Donc, la même compagnie offre un deuxième module qui va trier automatiquement les matières qui vont avoir été stérilisées par micro-ondes. Et là, on va pouvoir faire un peu comme je l'exposais dans la partie plateau de travail. Donc, on va pouvoir séparer les matières de déchets biomédicaux. Mais là, je ne parle pas des matières organiques, là, on s'entend. Je parle, par exemple, des seringues. Donc, le bout métallique, par exemple, la seringue, il va y avoir des tubulures. Donc, on va être en mesure de séparer les matières, puis de les revaloriser, de les envoyer pour recyclage, puis d'en faire d'autres matières. Donc, au lieu de les envoyer à l'enfouissement. Donc, dans notre processus idéal, ce serait ça. Puis, tu sais, moi, comme je vous dis, je ne peux pas vous prédire si dans 10 ans, l'ensemble des compagnies, l'ensemble on peut dire oui, le CIUS, mais également le privé, vont être rendus là. Mais par contre, dans ma tête, c'est impossible que dans 30 ans, avec ce qu'on connaît des enjeux que je vous ai nommés, les enjeux environnementaux, la précarité des ressources, qu'on continue à envoyer à l'enfouissement nos déchets biomédicaux. Je ne pense pas qu'on va être rendu là dans 30 ans. Je ne suis pas demain, là, mais puis je pense qu'il faut se mettre à la page aujourd'hui. Puis, nous, juste pour vous dire, là, quand on nous a approchés pour construire le nouveau bloc opératoire, on n'avait aucune réglementation qui nous obligeait à revoir nos processus, autant au niveau déchets biomédicaux, gestion de nos déchets standards, compostage, etc. Donc, c'est à nous, il faut avoir des personnes convaincues à l'interne aussi, avoir des plans de développement durable qui nous obligent à aller par là. En fait, il y a une dernière question. On me disait qu'il y avait quelqu'un en haut qui avait une question depuis tantôt. Là, vas-y donc.
Ben, merci tout le monde. Merci Synergie Santé Environnement pour cette journée-là. Ce que je constate, c'est qu'il y a plein de monde ici, beaucoup de cliniciens, cliniciennes, des gens des CDD, des gens de la recherche, des OSBL. Je pense que c'est intéressant, puis on se parle de plus en plus et va falloir continuer à le faire. Ça serait le fun qu'il y ait plus de gens des ministères. Malheureusement, les ministères ne sont pas encore rendus là, puis ça va être vraiment important si on veut bouger tout le monde ensemble. Fait que je vous invite à continuer à échanger. Il y a quelques groupes, le regroupement des éco-CMDP qui prend un envol énorme en ce moment. Et le Réseau d'action en santé durable du Québec qui est une bonne table pour discuter de ces choses-là, évidemment, Synergie Santé. Je vais inviter Nathalie à venir nous parler de son équipe. Et il faut falloir que tu répondes à une question. Allons-nous recevoir un certificat de participation pour les gens en web? Ça fait 3-4 personnes qui me demandent ça. On n'a pas de certificat de participation pour les gens en web. Fait que voilà la réponse. Fait que merci tout le monde. Je laisse le micro à Nathalie. Ah oui, après ça, la bière. La bière, il faut que je vous le dise. Merci à Baldwin, partenaire. Marché très concurrentiel. Baldwin produit des bières biologiques uniquement à partir d'ingrédients du Québec. Alors, on vous invite au 5 à 7 ou au 5,5 à 7. Juste un petit mot de la fin. Je pense qu'on a réalisé notre objectif aujourd'hui qui était de favoriser l'émulation, le partage. Je pense que c'était ça. Je pense aussi une phrase qui résume bien la journée, le vivre ensemble, dans une approche holistique, puis de travailler ensemble, je pense, d'unir nos forces. Tu as commencé ce matin, Nick, avec ça. Puis je pense que ça a été vraiment transversal à la journée. Donc, il faut travailler vraiment ensemble pour changer les choses. Je pense que Mylène l'a bien illustré aussi. Donc, merci, Éric, vraiment pour cette magnifique animation. Merci, Nick. Merci, Mylène. Merci à tous les conférenciers et conférencières. Merci à vous d'être là. Je pense qu'on va récidiver l'année prochaine. J'aimerais bien ça. Je vous demanderais... En arrière de votre cocarde, il y a un petit sondage. Donc, si vous voulez le remplir parce qu'on veut s'améliorer. S'il y a eu des ateliers cette année, c'était à votre demande. On a laissé aussi plus de temps pour discuter entre vous, pour aller voir les kiosques. Là, je pense cet après-midi, les kiosques ont trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. On va se faire un petit post-mortem, mais vraiment, merci. On est vraiment heureux. Moi, ça me fait chaud au cœur de vous voir aujourd'hui. Puis j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une énergie nouvelle. Donc, merci. Puis on continue notre énergie à la bière, au 5 à 7. Merci. Merci. Est-ce que je peux avoir mon micro? Je demanderai à mon équipe de venir sur scène. Je m'excuse. Et aux conférenciers aussi, animateurs, on va faire une photo et à mon CA. Puis, s'il vous plaît, laissez vos cocardes à la fin.